Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, en vos grades et qualités, soyez les bienvenus dans cette salle des fêtes Joseph Brunet de Grand-Fort-Philippe. Je suis très heureux de vous retrouver aussi nombreuses et nombreux. C'est appréciable, comme l'a dit Hervé, le responsable du protocole en charge du déroulé de cette cérémonie. Nous avons été contraints et tenus éloignés à cause du Covid notamment. Et aujourd'hui, de pouvoir se retrouver ainsi, c'est agréable. Alors vous me direz, le 1er mai, il commence mal puisque ça tombe un dimanche. Donc, on ne va pas pouvoir en profiter à sa juste valeur. Cela dit, il m'appartient, avant de développer mon propos, de remercier un certain nombre de chevilles ouvrières qui font en sorte que nous sommes réunis aujourd'hui, en ce beau dimanche ensoleillé. D'abord, c'est agréable de pouvoir défiler dans les rues du Grand Fort avec autant de monde. C'est agréable pour la population, sachez-le. Les gens sont attachés à ce qu'on puisse avoir un peu de bruit, et qui plus est, un bruit harmonieux. Donc je voudrais saluer et remercier l'équipe de l'harmonie municipale Sainte-Cécile et son nouveau directeur. Je vais lui demander de se lever pour que tout le monde puisse s'identifier. Monsieur Charikas, voilà, qui nous a rejoint il y a quelques mois maintenant. Remercier l'harmonie parce qu'ils ont la bonne idée de travailler avec notamment les enfants des écoles. Sachez que peut-être que les enfants ici dans la salle pourraient en témoigner, mais nous avons tenu à mettre en place des ateliers d'éveil musicaux avec les écoles, et notamment l'école Georges Magnier et l'école Saint-Paul. Voilà. Je pense que c'est important de le souligner et je veux les remercier. Remercier son président, M. Neckelmann, et puis remercier, restez jusqu'à la fin s'il vous plaît, puisque tout à l'heure on aura l'occasion de célébrer quelqu'un qui le mérite bien, et en plus de ça, c'est aujourd'hui son anniversaire, c'est M. Pierre Fournier. Fait partie de ces bénévoles dont on a la chance de compter dans notre belle cité maritime. Heureusement qu'il y a des bénévoles, heureusement qu'il y a des gens comme Pierre qui sont investis depuis très longtemps et qui nous permettent justement de pouvoir apprécier les choses à leur juste valeur. Alors je veux remercier aussi les élus dans leur ensemble. Monsieur Witz, si vous souhaitez vous mettre avec les collègues pour la remise des médailles et des fleurs, n'hésitez pas, Monsieur Jeune aussi, vous êtes les bienvenus, je vous en prie. Alors, d'ores et déjà, remercier aussi Aurélien, service communication, les services techniques, Valérie Chevalier, l'ensemble des services municipaux, Madame Fleury, la directrice générale, et puis la police municipale aussi, les remercier pour leur présence, pour leur accompagnement, l'ouverture de ce défilé, la sécurisation aussi de ce défilé, Brandon et Théo, en tout cas très heureux qu'ils soient parmi nous. Je pense que c'est une plus-value pour notre cité. Alors, on a 27 récipiendaires, c'est ça? Donc, je vais faire court. Vous me connaissez. Le 1er mai, comme l'a dit Hervé, s'inscrit quand même, il faut s'en souvenir, dans la douleur. Rien n'est dû au hasard. Et il est vrai que cette fête, aujourd'hui nationale, c'est une fête qui a commencé par s'écrire dans le sang. Du côté des États-Unis et de Chicago, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plutôt pas intérêt parce qu'on est filmé. Toujours est-il que je crois que c'est en 1886, du côté des États-Unis, que l'on commence le 1er mai à vouloir faire en sorte que l'on puisse changer
améliorer, optimiser les conditions de travail des ouvriers, de la classe ouvrière. Progressivement, ce mouvement gagne l'Europe, et puis plus près de nous, au début du siècle, ou plutôt à la fin du siècle, je crois que ça doit être 1890 ou 91, enfin peu importe, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, à Fourmies, donc tout près de chez nous, il y a quand même une célébration qui est marquée par le sang, puisque la police tire dans le temps sur les ouvriers qui manifestent. Ensuite, il y a aussi une autre émeute qui est aussi sanglante du côté de Paris, et je crois que là, ça doit être un peu plus tard, qui fait que, forcément, le gouvernement, les autorités prennent en considération cette demande, cette réclamation, pour que l'on puisse apporter un minimum de décence aux conditions de travail de cette catégorie des ouvriers. C'est donc peu avant, ou plutôt juste après la Première Guerre mondiale, en 1919, que l'on enfin établit la journée des 8 heures de travail en France, qui s'inscrit dans la droite ligne de ces manifestations du 1er mai, dont vous connaissez toutes et tous le symbole, c'est le muguet. Sous l'occupation, le régime de Vichy tente de récupérer cette journée en proposant à ce que cette journée soit chômée. Et forcément, la propagande impose aussi sa vision, puisque le 1er mai, c'est la Saint-Philippe. Et vous vous souvenez que lors de l'occupation, celui qui dirigeait l'État, c'était le maréchal Philippe Pétain. Dieu merci, tout ça est derrière nous. Et donc, en 1946, vous voyez, donc c'est pas si vieux que ça, hein, le gouvernement reconnaît officiellement le caractère chômé du 1er mai. Et c'est une reconnaissance à 1946 qui s'inscrit, pour être plus précis, dans le calendrier en 1948. Chômé et férié. Voilà pour la petite histoire dans la grande du 1er mai. C'est important de s'en souvenir parce que, encore une fois, comme tous les acquis que l'on a pu obtenir, et notamment la classe ouvrière, les choses ne se sont pas faites par hasard. Le hasard n'existe pas. Les choses se sont faites dans une continuité de combats menés par des femmes et des hommes qui ont souhaité à ce que l'on puisse promouvoir la condition des ouvrières et des ouvriers. Alors, je suis heureux que vous puissiez recevoir cette distinction en vos grades et qualités. Je suis heureux que vous puissiez aussi célébrer ça en famille, entre amis. Je suis heureux que l'on puisse faire ça ici, dans cette salle des fêtes, et ensemble. J'aurai quelques mots aussi, si vous me le permettez, sur le travail, la fonction travail, la valeur travail, et le travail sur notre agglomération dunkerquoise. Il y a ici dans cette salle des personnes qui ont connu ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui sont généralement issues de la génération baby-boom, c'est-à-dire après-guerre. Et aujourd'hui, après avoir traversé des crises économiques sans précédent et subi un chômage de masse, les années 80, 90 notamment, début 2000, notre territoire d'innovation de Dunkerque reprend des couleurs. Et si je vous le dis, c'est parce que les choses s'inscrivent dans le marbre. Et il faut quand même se féliciter qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes retombés enfin en dessous des 10% du taux de chômage, puisque notre agglomération est à 8,6% de taux de chômage. Ce qui en soi reste quand même élevé. Mais il y a quand même une nette évolution et qui va, je l'espère, et je le souhaite de tout cœur, s'inscrire dans la durée, puisque nous devrions connaître dans les années à venir ce qu'on appelle le plein emploi sur notre agglomération. On a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, d'implantation d'industries et d'entreprises
sur le Dunkerquois et sur l'Ouest en particulier. Il faut que vous le sachiez, qui vont quand même nous permettre de retrouver ce cap que nos parents ou nos grands-parents ont connu, et ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on anticipe les pouvoirs publics, les autorités, le politique, au sens noble du terme, sur le fait qu'il faut développer et mettre l'accent sur la formation. C'est important que l'on puisse avoir cette approche de formation vis-à-vis de nos jeunes, mais aussi vis-à-vis de celles et ceux qui sont inscrits à la fois dans la vie active ou qui souhaiteraient se reclasser. Alors, je pourrais énumérer les entreprises en question, je vais en citer quelques-unes pour corroborer mon propos. D'abord, c'est l'arrivée de l'EPR à la centrale nucléaire de Gravelines. À l'horizon 2035, on devrait avoir donc un EPR qui va créer des milliers d'emplois. Ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà travailler avec les opérateurs sur justement la formation de nos demandeurs d'emploi, puisque 2 EPR, ça n'est quand même pas rien. Ensuite, on a Vercors, dont vous avez peut-être entendu parler, qui va arriver du côté de Bourbourg. Ce qui va faire de Bourbourg une ville fiscalement très riche, et c'est tant mieux. Je tiens à vous dire quand même, mesdames et messieurs de la population, qu'une nouveauté qui a été instaurée par la communauté urbaine, pour faire court, hier, les entreprises qui s'implantaient dans les communes de notre agglomération, la taxe professionnelle, le produit de la taxe professionnelle allait directement à la commune. En 1999, il y a ce qu'on appelle la TPU, la taxe professionnelle unique, qui est instaurée par le Chevènement et qui oblige les entreprises à reverser une partie de leur richesse fiscale à la communauté urbaine. Imaginez qu'on ait fait ça en 1974, lorsqu'on a décidé que la centrale nucléaire s'installe à Grandfort, pour être sûr qu'aujourd'hui le passerelle entre Grandfort et Petitfort, on l'aurait. Bon, mais ce qui est important, c'est que les choses évoluent dans le bon sens, et c'est tant mieux. Vercors, la SNF aussi, puisqu'on a la chance d'avoir sa DRH qui est parmi nous, de Grandfort, et je suis très heureux de te voir et de t'accueillir. On a aussi Clairbout, vous en avez entendu parler. On a aussi l'extension du port ouest, ce qu'on appelle le port 2020, avec le creusement du bassin de l'Atlantique, qui va créer et générer des milliers et des milliers d'emplois. Et on a aussi des hôtels de grand luxe qui vont s'installer sur Dunkerque-Malo. Voilà. Ce qui veut dire que tout ça va générer aussi, au niveau des communes, une redéfinition à la fois du sens de circulation, parce que ça va générer du flux. Donc il y a un gros travail à mener au niveau de la circulation, des véhicules, et aussi de l'hébergement, des logements et des commerces. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots par rapport à la fonction travail. Ça me semble important d'avoir cette approche.